la météo avec Akenogaz. Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour de nouvelles informations sur la météo. Cette nuit, on relève un pourcentage élevé de risque de précipitation sur la bande côtière dans les régions telles que le centre, l'est et même le sud. Le septentrion en est exempté car on enregistre les températures les plus hautes jusqu'à 32 degrés attendues à l'extrême nord, 31 au nord et c'est un peu plus bas dans la région de l'Adamawa qui oscillera de 20 à 21 degrés. Plus en détail, je vous propose de faire un arrêt au littoral cette nuit. De fortes pluies à Konsamba et à Yabassi, des orages à Douala et demain matin, un temps assez calme dans la ville d'Edea. Par la suite, nous allons faire un tour également au nord-ouest, de fortes pluies qui vont démarrer cette nuit dans toutes les villes et demain matin, elles vont se poursuivre, exception faite dans la ville de Kambé. Et nous terminons avec l'extrême nord qui fait toujours la différence des températures très hautes, atteignant les 33 degrés à Kaélé et à Yagua cette nuit. Demain matin, on sera dans les mêmes tendances et un ciel très nuageux vous attendra. Alors pour se protéger les autres du coronavirus, maintenez une distance d'1 mètre avec les autres, évitez de vous serrer la main et uniquement en cas de symptômes, appelez le 1510. À bientôt. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Récession de la croissance mondiale, rien ne va plus. Le Cameroun également s'inquiète pour l'exécution du budget 2020. Regard sur la chute des recettes en tête de ce journal. Récession dans les entreprises nationales, le patronat se mobilise. Le JICAM et le MECAM transmettaient leurs propositions ce mercredi au Premier ministre, chef du gouvernement. Des audiences à suivre dans ce 20h30. Récession de la pandémie, l'engagement du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le don spécial du président de la République arrive déjà dans les régions. Première réaction à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Le Covid-19 plonge l'économie mondiale dans la récession. Après 10 années de croissance ininterrompue, l'économie américaine, par exemple, vit maintenant un ralentissement historique dû à cette pandémie. Si le PIB américain a chuté de 4,8% au premier trimestre de cette année 2020, l'économie camerounaise n'en mène pas large non plus. La baisse globale de l'activité, la chute des cours du pétrole, l'effondrement des recettes fiscales et douanières, des facteurs qui font maintenant planer des doutes sur l'exécution sereine du budget de l'État. Voici le regard de Julienne Vogo. Elles étaient prometteuses, les projections fiscalo-douanières de la loi des finances 2020. Ressources propres, 3 719 millions. Pétrole, 4 438 milliards. Douane et taxes sur la valeur ajoutée, revenus non pétroliers, 212 milliards. Et au premier trimestre, la donne a changé. Il n'existe aucun pays qui peut estimer qu'il a à l'abri des effets dévastateurs du Covid-19. Quant à ce qui concerne le Cameroun précisément, nous avons l'avantage d'avoir une économie un peu diversifiée, ce qui nous permet généralement de résister à certains chocs, notamment le choc dû à la baisse du prix du baril du pétrole. La baisse annoncée de ces recettes budgétaires est dans de l'ordre de 30%. La TVA et taxes sur la valeur ajoutée proportionnelle au chiffre d'affaires des entreprises qui pour l'heure rencontrent des difficultés réelles et plombées. Les recettes douanières enregistrent la même tendance baissière. La situation est-elle désespérée? La récession est un fait. Si les pays comme les États-Unis, l'Europe, la Chine, les pays asiatiques et autres sont en récession à cause du Covid-19, il est difficile qu'un pays comme le nôtre ne soit pas en récession. Nous commerçons avec ces pays, nous échangeons avec tous ces pays. Aucun pays ne vient en vase clos aujourd'hui. Du moment où ils sont en récession, il est plausible que nous aussi nous soyons en récession. C'est vrai qu'on a pris assez de mesures pour maintenir les exportations des intrants nécessaires à la production. 4 951,7 millions était le montant total du budget du Cameroun. Des correctifs budgétaires sont donc nécessaires et l'opportunité de la dépense avérée. Et déjà, 8 milliards de francs CFA sont affectés à la lutte contre la pandémie. La riposte du gouvernement, elle, se prépare.
Le président Paul Biya a naturellement commandé une étude qui va certainement être publiée dans les prochains jours. Ces études vont permettre de déceler exactement les effets du Covid sur l'économie camerounaise en termes d'emploi, en termes de consommation, les secteurs les plus impactés. Et là, le plan d'accompagnement qui va être mis sur pied va essayer de cibler au mieux les entreprises. Les effets de la crise persisteront certainement au cours de cet exercice budgétaire, mais ils trouveront une réponse adéquate. L'activité économique nationale est donc au ralenti. Les acteurs des filières transport et hôtellerie, par exemple, exprimaient hier mardi leur crainte au Premier ministre chef du gouvernement au cours d'une audience avec Joseph John Gouté. Mais il faut dire que ce sont tous les secteurs à forte valeur ajoutée, du tourisme à l'agro-industrie, qui sont maintenant plombés par les effets de cette crise sanitaire. Revue des filières en Berne, Oswald Modon. L'effet domino du Covid-19 ne s'est pas longtemps fait attendre sur le sol camerounais. La fermeture des frontières a eu pour conséquence la déstabilisation des pans entiers de l'économie, avec des secteurs touchés de plein fouet et aujourd'hui au bord de l'agonie. La crise sanitaire maintient la compagnie aérienne nationale dans une forte zone de turbulence, ce qui explique aujourd'hui la volonté de la direction générale de la Camerco de mettre en congé technique plus de la moitié de ses effectifs, soit 371 personnes. Le transport par route ne se porte guère mieux. On essaye de maintenir le cap comme on peut. Nous sommes passés de 9 départs par jour à 3 départs par jour. Et avec les mesures du ministre du Transport, nous sommes passés de 64 passagers par bus à 48 passagers par bus. Il y a un différentiel de 16 passagers par bus. Financièrement, c'est 56 000. En plus de cela, il y a les charges qui se sont augmentées. Le tourisme aussi fait les frais de la crise sanitaire. Tous les principaux sites sont aujourd'hui désertés, avec comme conséquence un secteur hôtelier aux abois. Nous avons fermé. La majorité des hôtels d'ailleurs ont fermé parce que nous n'avons plus un chat qui entre. Il n'y a pas d'activité du tout et tout le personnel est en congé technique. La petite et moyenne entreprise aussi a du mal à garder la tête hors de l'eau. À l'ouverture, vraiment, on avait assez de clients. On avait de 50 à 60 clients. Et maintenant, vraiment, à l'arrivée de Corona, on a eu une baisse. On se retrouve à 10 à 5 clients par jour. Et là, c'est vraiment difficile pour notre structure. Les tables des quelques restaurateurs qui font encore de la résistance sont désespérément vides, aux grandes dames des acteurs du secteur avicole. Je me retrouve que mes poulets sont calés dans la ferme. Pratiquement depuis 3 semaines, on ne les vend pas. Tu appelles les vendeurs, personne ne passe. On était donc obligé de venir un peu au marché, vraiment détailler. On se confond avec les vendeurs. Ça ne donne pas. Le seul espoir reste aujourd'hui dans une sortie de crise dans les meilleurs délais ou une intervention divine, ou presque. Il faut que l'État camerounais voit comment il va faire pour vraiment subventionner ce secteur. La situation est très grave, à tel point que nous pensons une seule chose, ce que l'État essaie de voir. Nous sommes des sinistrés, ça c'est le terme qu'il fallait utiliser. L'impact de la crise est là, et plusieurs aujourd'hui ont choisi de baisser le rideau dans l'espoir d'un retour à la normale. Des pans entiers de l'économie informelle de nuit ont maintenant disparu de l'environnement urbain, des restaurants aux rôtisseries jusqu'aux snack-bars, tout un écosystème des activités noctambules qui ferment maintenant à partir de 18h. Des familles ont perdu là leur source de revenus ou sont en pleine reconversion pour survivre. L'enquête de Franck Evina à Yaoundé. Sur les braises ardentes de la pandémie, les breuseuses de poissons activent le feu de la résilience. S'accrocher jusqu'au bout, même si la conjoncture donne des tournis, à ce dont les affaires tournent, plus dans la nuit. Il n'y a pas 5 kilos, ça ne finit même pas. Et pas un peu. Ça ne donne même pas. C'est vraiment dur. L'affaire de Corona a tué les gens seulement. On ne vend plus la nuit. Dès que 17h sont là, la gendarmerie nous chasse. Avec cette mesure de restriction, Yaoundé by Night a perdu ses indicateurs d'ambiance. Telle une réaction en chaîne, la fermeture des débits de boissons entraîne la fin des délices de la nuit. Poissons à la braise, rôtisserie, le spectre du virus a éloigné une clientèle inconditionnelle, adepte des saveurs nocturnes. Tout à terre,
Les employés t'appellent chaque jour, ils veulent l'argent, ils veulent le salaire, il n'y a pas l'argent, la banque ne donne pas le crédit aux gens, donc on ne s'en sort pas. J'ai un loyer de 250 000 que je paye par mois. J'ai les employés que je paye. Je me retrouve à 1 million par mois. Je vends 7 500 francs par jour. J'ai les impôts à payer. Qu'est-ce que ça va donner demain? Avant, les gens venaient acheter beaucoup de poulets. Maintenant, il n'y a plus de gens comme avant. On a comme ça seulement. Je suis avec l'avocat de 1500, je ne vends pas. Je porte l'avocat de 1500, je rentre avec. Ça pourrit, je jette. À quand la fin du cauchemar? Pour ces travailleurs de la nuit, il est temps qu'un faisceau de lumière éclaire cette page sombre de l'histoire. Ça tue l'économie de la nuit. Je demande à l'État de voir comment il va subventionner un peu le manque à gagner. J'ai les enfants à nourrir, je fais comment? Regarde à l'heure que je suis dehors. J'ai mes 5 enfants à la maison seuls. Chercher de quoi que les enfants vont manger, ça ne va pas. Heureusement, ces travailleurs savent mieux que quiconque que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Même détresse dans les milieux du sport, l'arrêt des compétitions a sonné le glas de l'industrie très florissante des sports et de la publicité. Pas de compétition, donc pas de visibilité pour les annonceurs. Du coup, les manques à gagner s'évaluent en termes de milliards de dollars. Évariste Yanga. Le partenariat gagnant-gagnant a perdu son sens à cause du virus Covid-19. Il n'y a aucune compétition à sponsoriser à la FECAFOOT pour l'heure. Les chevaux ne galopent plus à l'hippodrome. Rien à parier, rien à gagner pour l'instant. Les contrats sont suspendus en attente d'une éventuelle reprise ou, le cas échéant, cas extrême, l'annulation et une négociation pour les compensations possibles entre l'annonceur et l'organisateur. Arrêt, report et annulation des compétitions ont un impact, même sur les médias. Le service commercial de la CRTV, par exemple, affiche 0 sur son compteur d'entrée financière. Toutes les commandes sont annulées et les ventes suspendues. Entre organisateurs et annonceurs, le contrat a basculé sur le cas de force majeure. Si la contrepartie attendue par l'annonceur n'est pas possible du fait d'un événement qui ne dépend pas de sa volonté, il y a une clause qui régit dans le contrat ce type d'incident. Le cas de force majeure peut être évoqué puisque l'organisateur n'a pas souhaité différer ou annuler l'événement. Le Covid-19 n'épargne pas les paris sportifs. Les entreprises tournent à perte. Cette pandémie de Covid-19 a fait à ce que notre chiffre d'affaires baisse notamment de 70%. Seuls les paris virtuels assurent la permanence. Cela ne représente que 30% de l'activité normale. Nous avons les In's Games qui intéressent beaucoup de nos parieurs. Nous avons également les jeux virtuels, les jeux de casino. De la résilience, juste pour rester en vie face à la menace de mort permanente du coronavirus. Le retour des compétitions sifflera la fin du règne Covid-19. Et pour endiguer ce flot de conséquences sur l'économie nationale, le Premier ministre chef du gouvernement multiplie les consultations avec les syndicats et le patronat. Ce mercredi, Joseph Dione Ngouté a reçu les propositions du JICAM, du MECAM et celles de la Chambre de commerce, d'industrie et des mines. Synthèse de ces échanges à l'immeuble Étoile. Laurentine Bokono. Le gouvernement consulte large pour consolider son offre de mesures d'accompagnement en faveur de l'économie. L'heure est à l'évaluation de l'incidence réelle du coronavirus sur l'activité économique, les entreprises et le quotidien des populations. 92% des entreprises sont impactées par la crise du Covid-19. Il est important que nous ayons un accompagnement du gouvernement. Et même, si je peux dire, les entreprises aussi, le soutien des entreprises, parce qu'il n'y a pas que toutes les entreprises de Cameroun qui souffrent de cette pandémie. Il y en a qui en profitent beaucoup. Le secteur privé et notamment les principaux mouvements patronaux se sont suffisamment illustrés depuis la survenue de la crise sanitaire due au Covid-19, avec pour conséquence la chute de production et d'approvisionnement. Cependant, il s'est révélé comme un outil d'aide à la décision gouvernementale à travers des analyses d'impact et des propositions de sortie de crise. La situation est difficile, mais qu'il est important
d'indiquer les médicaments maintenant et ne pas attendre la mort. Nous avons également souligné qu'il faut être aujourd'hui très ambitieux. Il y a eu un monde avant le Covid-19, il y aura un autre monde après le Covid-19. Moteur de croissance par la faculté de création de richesses et d'emplois, un dialogue constructif avec les pouvoirs publics contribuerait à rendre efficace la stratégie gouvernementale de relance de l'économie nationale au lendemain de la pandémie du Covid-19. Nous avons souhaité dans cette année blanche, sur le plan fiscal, pour permettre à ces entreprises qui sont aujourd'hui étranglées par l'absence de trésorerie, pour les permettre tout simplement d'essayer de tenir. Nous devons depuis longtemps consommer le Made in Cameroun, c'est très important. Et j'ai dit dans la présentation que je fais, il ne s'agit pas de faire de Made in Cameroun de valeur réduite. Les entreprises camerounaises doivent faire du Made in Cameroun de qualité qui puisse permettre de concurrencer les produits importés pour que sur les linéaires de supermarchés qu'on retrouve nos produits de haute qualité. D'autres enquêtes sont menées auprès des ménages et acteurs économiques. C'est le cas de l'Institut national de la statistique, le bras séculier de l'État en matière de collecte de données statistiques. Agrégés à d'autres, les résultats de ces investigations permettront au gouvernement de mieux accompagner les producteurs de richesses en cette période de perturbation de l'activité économique du fait des effets de la crise sanitaire en cours. Alors, question ce soir, au terme de ces concertations de l'immeuble Étoile, en un mot comme en mille, que propose donc le patronat pour sauver le tissu économique national? Ce qu'il faut en retenir avec Marie-Laurence Sunke. L'impact du coronavirus sur l'économie du Cameroun va dépendre de la durée de la pandémie. Mais déjà, plusieurs secteurs sont frappés. Une enquête menée tout récemment et publiée par la cellule de veille mise en place au GICAM, dont le contrôle est d'effectuer le suivi des répercussions de la crise, a montré que sur 100 entreprises ayant répondu à l'enquête, 73 sont des PME. 92% d'entre elles ont déclaré que la pandémie a un impact très négatif sur leurs activités. Dans cet environnement difficile, 53% indiquent que leurs unités de production ne pourront pas tenir au-delà de 3 mois. Une situation préoccupante qui n'a pas laissé indifférente le GICAM. Le patronat a adressé une batterie de propositions au gouvernement en vue de réduire les effets négatifs de cette crise sanitaire sur l'outil de production. Il s'agit des mesures financières, fiscales et douanières, telles le report des charges sociales et fiscales, du financement de trésorerie à taux d'intérêt réduit, de la réduction de délais de paiement, pour ne citer que celle-là. Pour ce qui est des entreprises du Cameroun, ECAM est en train de travailler sur 2 volets. Premier volet, c'est sur les PME eux-mêmes. Et deuxième volet, c'est au niveau de l'État. Nous avons essayé de faire des formations sur le travail en ligne et aussi essayer de faire le coaching pour les PME qui ont les employés qui vont travailler de la maison. Au niveau de l'État, les points capitalisés sur 4 axes majeurs. La première chose était sur les problèmes sanitaires. Nous avons proposé que l'État essaye de diviser les entreprises par secteur, surtout les entreprises pour les produits nécessiteux. Il y a la santé, l'alimentation, le transport, communication, eau, électricité. La deuxième proposition était essayer de voir comment créer une sorte de collecte pour les produits de première nécessité. Nous avons aussi fait des propositions pour le système financier. Toutes ces propositions apparaissent comme une sonnette d'alarme sur les menaces qui pèsent sur les entreprises et surtout sur l'économie nationale. Pour prolonger ces décryptages, nous recevons à présent le chef du service économie. Bonsoir Lucrèce Mebenga. Bonsoir Adèle. On le voit à suffisance, le Covid-19, la pandémie du coronavirus plombe maintenant des pans entiers de l'économie nationale. Alors, question, qu'est-ce qui est envisagé par le gouvernement? Alors effectivement, Adèle, la situation commence à être critique pour notre économie. Vous l'avez dit, au niveau des entreprises, on observe une baisse drastique du chiffre d'affaires et les chômages techniques se multiplient. L'État n'est pas épargné du fait de cette pandémie. Le taux de croissance espéré de 4% pourrait régresser de 4 points, voire plus, selon certaines simulations.
L'endettement aujourd'hui situé à 38% du PIB pourrait également s'emballer. Le niveau du déficit budgétaire prévu dans la loi de finances 2020 pourrait ne pas être atteint. Le ministre des Finances et le ministre de l'Économie préparent un collectif budgétaire qui pourrait être présenté au cours de la prochaine session parlementaire. Naturellement, le gouvernement n'entend pas rester les bras croisés et à subir cette récession. Il a ainsi fait appel aux différents partenaires financiers afin de mobiliser le maximum de fonds possibles pour faire face à cette crise. À titre indicatif, Adèle, le gouvernement attend environ 160 milliards de la Banque africaine de développement, 110 milliards du Fonds monétaire international, 22 milliards de la Banque mondiale. À cela s'ajoute le moratoire de 220 milliards du G20. Cet argent, une fois mobilisé, servira au plan de riposte commandé par le président de la République qui est en cours de finalisation. Et selon certaines informations puisées à bonne source, ce plan va de la riposte sanitaire à la relance économique en passant par la résilience socio-économique notamment. Vous dites ce soir, Lucrèce, que ces fonds sont en cours de mobilisation, mais les milieux d'affaires, et on vient d'écouter quelques-uns au sortir de ces audiences avec le Premier ministre, chef du gouvernement, on les entend et ils donnent l'impression que ça ne va pas assez vite. Tout à fait, Adèle. Cette impression est justifiée notamment pour les agents économiques en difficulté, les opérateurs économiques notamment. Mais ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est qu'à l'origine, il s'agissait bien d'une crise sanitaire. Les premières réponses apportées par le gouvernement à cette problématique étaient donc sanitaires. Et les informations données par le ministère de la Santé publique font état à ce jour de 8 milliards 800 millions de francs CFA engagés par le gouvernement pour assurer la prévention et la prise en charge de cette maladie. Cette crise sanitaire, désormais couplée à la crise économique et peut-être la crise sociale, a amené le gouvernement à mettre sur pied une équipe qui travaille à trouver des réponses économiques et sociales compatibles avec la demande et nos politiques publiques. Il faut également dire, Adèle, que le Premier ministre chef du gouvernement a reçu des représentants des mouvements patronaux pour avoir la pleine mesure des problèmes auxquels ils sont confrontés, on l'a vu il y a quelques instants, que des réunions se tiennent pour étudier l'épineuse question de l'allègement fiscal dans les secteurs particulièrement touchés tels que le transport, l'hôtellerie, la restauration, l'import-export, que la loi de finances 2020 autorise l'administration fiscale à mettre en œuvre des transactions spéciales consistant en des abattements substantiels sur les dettes fiscales établies au 31 décembre 2018, que des mesures de soutien aux ménages sont dans le pipe, d'où l'enquête sur l'évaluation socio-économique du Covid-19 lancée par le ministère de l'Économie à travers l'Institut national de la statistique avec l'appui de la Banque mondiale. Cette enquête devrait durer une dizaine de jours. Dans tous les cas, Adèle, le gouvernement devra, dans un avenir plus ou moins proche, apporter des réponses plus concrètes à la crise économique et sociale à laquelle le Cameroun et tous les pays du monde sont confrontés. Et selon certaines indiscrétions, pour ne parler que du Cameroun, l'appui du gouvernement pourrait se décliner en transfert monétaire, kit alimentaire pour les ménages et en fonds de soutien aux entreprises, pour ne citer que ces mesures d'accompagnement-là. En clair, Adèle, tout ceci indique que le gouvernement ne laissera pas tomber le secteur privé, encore moins les ménages. On peut donc dire ce soir qu'il y a espoir et garder en mémoire que ce ne sera guère la première fois que le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, va se mobiliser ainsi en saison de crise au Cameroun. Oui, tout à fait, Adèle. Souvenez-vous des émeutes de la faim ou encore de la crise sécuritaire dans le nord-ouest et du sud-ouest. Outre les mesures fiscales prises pour soutenir les entreprises de ces deux régions, le chef de l'État a récemment lancé le plan de reconstruction et de développement du nord-ouest et du sud-ouest. Ceci avec le concours des partenaires au développement. Les fonds mobilisés pour cette cause s'élèvent à 90 milliards de francs CFA. On peut également citer les instruments comme les filets sociaux destinés aux personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, identifiés dans certaines localités du pays. Le montant du financement pour cette opération-là est de 36 milliards de francs CFA. Merci infiniment, Lucrèce. On voit un peu clair à l'horizon ce soir. On l'espère. On croit également que de son côté, le gouvernement prépare une autre riposte plus immédiate. On l'entend dans les médias et depuis hier, on en parle. Les deux ministères des Finances et de l'Économie pilotent avec l'Institut national des statistiques une enquête pour peaufiner les mesures d'accompagnement dont vous parliez, Lucrèce, en faveur des ménages et des entreprises. Explication sur les modalités de cette enquête avec Cyril King-Mbépé. L'échantillon pour cette enquête virtuelle est connu. 1000 ménages issus des 10 régions et de toutes les couches sociales. Puis il y a 500 entreprises des 3 secteurs majeurs de l'économie et même celles du secteur informel.
L'objectif pour l'État est clair, ne laisser personne à la marge. J'ai saisi l'occasion pour inviter les cibles, c'est-à-dire les représentants des ménages, les représentants des entreprises, de participer activement à cette opération, parce que de la qualité des résultats dépendront la qualité des interventions de l'État. Les conséquences, comme je l'ai dit, sont des conséquences négatives qui impactent les revenus. Le questionnaire s'ouvre sur la connaissance des modes de transmission du Covid-19. Aucune réponse ne peut échapper à la dextérité de la cinquantaine d'enquêteurs bien équipés pour l'occasion. Nous avons une tablette qui contient l'application pour enregistrer les réponses et l'opérateur est muni d'un casque et d'un microphone pour pouvoir faire des appels. Donc une fois qu'elle contacte l'enquêté, elle administre ces questions via le téléphone, via l'appel téléphonique et les réponses sont enregistrées via l'application qu'elle vient d'ouvrir. L'accompagnement des agences du système des Nations Unies représentées au Nous allons immédiatement retrouver notre correspondant au QG de Messa, au Centre des opérations d'urgence de santé publique. Là-bas, ce soir, c'est Évariste Eyenga et certainement quelques experts pour les dernières nouvelles sur le front de la lutte contre le coronavirus. Bonsoir Évariste. Bonsoir Adèle, bienvenue au Centre des opérations des urgences de santé publique. Ce soir, on a un chiffre de bas régime, 19 guérisons réalisées, obtenues, enregistrées ces dernières 24 heures. C'est une avancée, mais une avancée de petit régime tout simplement parce que hier, par exemple, pour se limiter à cet intervalle-là, on a enregistré 110 guérisons. Là, on n'en est qu'à 19 uniquement. Tout de même, c'est une bonne nouvelle sur le plan de la prise en charge. Sur le plan de la prise en charge également, il y a une autre nouvelle qui est sortie de la conférence de presse qui faisait le point ce jour, c'est l'extension des points de prise en charge. Il y aura une annexe bientôt fonctionnelle, c'est celle du stade militaire de Yaoundé. 150 lits sont déjà installés là-bas. Ce sont des équipements et un confort de pointe qui y sont installés et l'annonce a été faite lors du point de presse. Le centre, l'unité annexe sera fonctionnelle dans les tout prochains jours. Également, l'unité de prise en charge du Carrefour Zoé, c'est à Yaoundé, 320 places, mais là-bas il faudra attendre un peu avant son entrée en fonction. Adèle, un autre expert ce soir va nous prolonger vers la découverte de l'environnement du Covid-19, les usages ainsi que les pratiques et les mesures qui sont imposées par cette pandémie. Nous recevons ce soir Robert Noukago, il est sous-directeur de l'hygiène de l'assainissement au ministère de la Santé. Bonsoir. Bonsoir. Robert, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ingénieur du génie sanitaire. Avec vous, on va parler de la gestion des décès. Dites, si le nombre de décès est supérieur à la normale, comment se passe la gestion des dépouilles? D'accord. Je dois préciser que la gestion des dépouilles se fait par une équipe de spécialistes. Le déplacement, le transfert des corps étant interdit, l'inhumation se fait dans la commune du lieu de survenance des décès. Alors on enveloppe donc les défunts dans une housse mortuaire imperméable avant de l'inhumer. Mais toutefois, on doit porter une inscription sur les housses. Le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, a récemment saisi les autorités sanitaires des pays membres, y compris le Cameroun, pour leur recommander le respect des normes culturelles et religieuses locales. Que fait l'autorité sanitaire dans ce cas pour garantir le respect des dépouilles et des familles? Merci. Jusqu'à date, les décès de Covid-19 ont été inhumés dans le strict respect de leur dignité et autant que faire se peut dans le respect de leurs traditions et de leurs croyances. Je disais tantôt que l'équipe d'inhumation est constituée de 10 personnes. On peut adjoindre à cette équipe des ministres de culte, je veux dire des prêtres, des pasteurs, l'imam pour les musulmans, qui peuvent dire une prière pour le repos de l'âme
des décédés. Oui, mais je dois préciser que l'équipe de 10 personnes, dans l'équipe de 10 personnes, nous avons également les membres de famille du décédé. Donc cette équipe restreinte est donc chargée de l'inhumation du corps. Tout comme faire, Robert, c'est 10 personnes, c'est une taille réduite de l'équipe et c'est peut-être le casse-tête de plusieurs Camerounais qui se demandent pourquoi ils n'ont pas accès, pourquoi un plus grand nombre de personnes n'ont pas accès au site d'inhumation. Merci. L'équipe est réduite, pourquoi? Parce que le risque infectieux ne disparaît pas immédiatement avec le décès du défunt du Covid. Donc, le corps, en manipulant le corps, on peut s'exposer à une contamination puisque les germes sont à transmission aérienne. Alors, en cas d'éventuel tombe, on vient de comprendre que c'est une mesure barrière aussi pour éviter d'autres nouvelles contaminations. En cas d'éventuel tombe collective, ça on ne le souhaite pas, ce n'est pas déjà le cas au niveau du Cameroun, il faut le préciser. Comment anticipe-t-on l'identification des corps afin d'assurer la traçabilité? La traçabilité, si par exemple une famille revenait pour solliciter un corps afin de lui accorder des obsèques officielles. L'inhumation se fait donc, j'ai dit tantôt, on doit envelopper les corps dans une housse imperméable et ces housses doivent porter les prescriptions suivantes, le nom et prénom du décédé, le jour et l'heure du décès. Ces indications peuvent permettre, n'est-ce pas, aux opérations d'exhumation et de réinhumation qui ne peuvent pas se faire avant 3 ans. Robert Nuokago, merci d'avoir répondu à notre invitation. Adèle, excepté les nouvelles de la guérison, les nouvelles de l'extension des unités de prise en charge avec les 2 annexes qui rentreront en fonction bientôt, eh bien, c'est une tradition pratiquement déjà lors du point de presse quotidien de passer par la sensibilisation des masses, inviter les uns et les autres à l'observation des mesures barrières. À vous. Merci Évariste, merci à votre expert Robert Nuokago pour toutes ces indications sur la fin de la vie en cas de décès du Covid-19. Mais nous sommes dans la vie ce soir avec ce feuilleton de la semaine sur les petites mains qui font barrage de leur corps pour sauver d'autres vies du coronavirus. Sous les feux de la rampe ce soir, les infirmières qui sont au cœur du dispositif de prise en charge et d'application des protocoles médicaux. Voici le quotidien de Sylvie Moni, une vie littéralement sacrifiée pour sauver d'autres vies. Elle a confié son stress et ses angoisses à notre reporter Daniel Menanga. Regardez. Parée pour une rencontre avec le coronavirus. Des tête-à-tête morbides que Sylvie a toutes les 24 heures de ses jours de service. En principe, nous faisons au maximum 3 tours. Mais lorsqu'il y a la demande, comme tout à l'heure, ce n'était pas un tour prévu, mais le malade avait un besoin. L'infirmière revendique 12 années d'expérience, souvent au pavillon isolement. Mais avec le Covid-19, c'est pas pareil. C'est stressant, pourquoi? Parce que quand tu t'imagines un membre de ta famille dans cet état-là, où il est coupé de sa famille, il faut seulement causer au téléphone. Vous ne pouvez pas entrer chez lui sans porter ce masque que j'aborde. C'est un autre monde derrière la visière. Le courage, la foi en Dieu et l'humanisme sont l'oxygène des soignants. Quand je rentre à la maison, tu es tout épuisé. Déjà, quand tu arrives, tu ne peux pas accueillir tes petits-enfants, prendre ton bain avant d'être avec les enfants. Et quand les voisins apprennent que tu es en contact avec ces malades, c'est comme s'ils avaient un peu peur de toi. La sensation de suffoquer se fait parfois insistante. Et là, focus sur les petites victoires du quotidien. Une bonne journée, c'est de rentrer, laisser que les malades soient stables. On n'a pas eu de décès. On n'a pas eu de malades qui se désaturaient. Ces petits moments de reconnaissance sont un soutien psychologique aux soldats de l'ombre sur le front de la pandémie dévastatrice. Même le temps d'un reportage. La Commission de l'Union africaine est également préoccupée par les conséquences socio-économiques de la pandémie du coronavirus. L'instance échangeait par visioconférence ce mercredi avec les ministres du Travail du continent. Voici la position du Cameroun portée par le ministre Grégoire Oona. C'est un reportage de Augustin Bichoka.
Les implications économiques et sociales de la crise sanitaire qui secoue le monde sont énormes et nécessitent des réponses politiques urgentes. La vidéoconférence organisée ce mercredi par la Commission de l'Union africaine sur les impacts du Covid-19 porte un coup sérieux sur l'économie continentale. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, lors de sa présentation, a défini des axes de riposte gouvernementale sous l'égide de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Le Cameroun, par le président de la République, a pris le taureau par les cornes et a pris une vingtaine de mesures pour la population, entre autres se laver les mains et porter le masque est devenu obligatoire sur les lieux publics. Nous nous attelons pour protéger l'emploi et les entreprises. La protection des travailleurs aujourd'hui est une priorité. Ces échanges qui ont connu la participation d'une trentaine de pays ont pour objectif de sensibiliser les ministères du Travail et autres parties prenantes sur des recommandations à adopter pour tenir tête au coronavirus. Les travailleurs et leurs entreprises comprennent vers quoi les pouvoirs publics sont polarisés pour sauver et le travail et aussi l'entreprise. Vivement que les fruits tiennent bien la promesse des fleurs. Allons dans les régions à présent pour la réception du don spécial du président de la République. Un don qui fait déjà des heureux. La cargaison de produits et d'équipements d'hygiène pour le littoral destiné aux 34 arrondissements de cette région était réceptionné ce mercredi par le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Adibois. Première réaction à Douala, Joseph Itote. En pleine lutte contre la propagation du coronavirus qui fait des ravages à travers le monde, l'heure est à l'action et à des stratégies qui répondent aux besoins des populations, a déclaré en substance Samuel Dieudonné Iva Adibois, gouverneur de la région du littoral. Le don du chef de l'État Paul Biya, constitué de produits divers et de matériels médicaux, arrive à point nommé. Bouffée d'oxygène donc pour la stratégie régionale, portée par la stratégie nationale, telle que voulue par le chef de l'État Paul Biya. Tout le monde est concerné depuis l'arrondissement. Le littoral en a 34, les 34 vont recevoir et chacun pourra obtenir dans sa concession un tout petit geste du chef de l'État, un geste qui sauve le chef de l'État et à l'écoute de sa population. Avec le don spécial du chef de l'État Paul Biya, la riposte prend en compte le volet proximité. Bouffée d'oxygène également pour les populations du Nord-Ouest. Et là-bas, c'est le secrétaire général des services du gouverneur qui a présidé la cérémonie de réception de ce don spécial du chef de l'État ce mercredi. Augustin Guizana. C'est le gros lot du don du chef de l'État qui est arrivé dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. C'est de matériel essentiel qui va permettre aux populations d'appliquer facilement les mesures barrières édictées par le gouvernement sur instruction du chef de l'État. Le ministère de l'administration territoriale a annoncé que la région a une dotation de 34 000 masques de protection qui seront acheminés à Bamenda dans les prochaines heures. Au nom des populations, le secrétaire général des services du gouverneur du Nord-Ouest, Vian Mekala, a remercié le chef de l'État Paul Biya. Le kit de protection arrive au moment où la région enregistre des cas positifs au Covid-19, d'où l'insistance de l'autorité administrative sur le respect des mesures barrières. Beaucoup de gens se plaignent de ce qu'ils n'ont pas de moyens pour s'approprier des masques, des moyens de protection, et ainsi de suite. Maintenant que nous avons reçu ce don du chef de l'État, il revient aux populations de faire bon usage. Le don prendra la destination des 34 arrondissements dans les prochains jours, a indiqué l'autorité administrative. Gratitude dans le sud-ouest à la réception de ce don spécial du chef de l'État pour la riposte de proximité auprès des populations à la base. À Boya, le lot de produits et matériels était reçu par le gouverneur Bernard Okalia Bilaï. Retrouvant sur place Stéphane Tala. À bord de ces camions, des centaines de seaux et cartons de kits de prévention contre le coronavirus.
C'est le don du président de la République aux populations. Arrivé à Boya sous bonne escorte de la gendarmerie nationale, la part du sud-ouest a été reçue par bon nombre d'autorités locales conduites par le gouverneur de la région. Après avoir pris connaissance du contenu de cette première vague, Bernard Okalia-Bilay a noté que ces kits seront répartis et acheminés dans les 6 départements du sud-ouest. Aussi a-t-il ajouté que des commissions ont été mises sur pied pour la distribution dès jeudi. 31 arrondissements bénéficieront de cet important don du chef de l'État qui permettra à coup sûr aux populations de poursuivre avec assurance la lutte contre le Covid-19. Don spécial du chef de l'État également disponible déjà dans la région de l'Ouest. La cargaison était réceptionnée ce mercredi à Bafoussam par le gouverneur Awa Fonka Augustine qui a immédiatement procédé à la distribution de ce don à la base aux 8 départements de la région de l'Ouest. Retrouvons à Bafoussam André Aristide Komba. Les gros porteurs ont stationné dans l'enceinte des services du gouverneur sous haute surveillance. La distribution de la cargaison faite de savon, gel désinfectant et seau robinet a été divisée en 8 parties au prorata des arrondissements que compte chaque département. Les préfets présents ont réceptionné chacun son lot. Le geste du président de la République a une grande signification décryptée par le numéro 1 de la région. C'est un symbole, c'est un message que le chef de l'État est en train de passer aux populations qu'il faut, à travers ces seaux, laver les mains, à travers les cache-nez, il faut fermer, cacher les nez ainsi que les bouches, à travers les désinfectants, il faut assurer qu'à chaque moment, qu'on puisse se désinfecter. La distribution dans les 40 arrondissements de la région de l'Ouest se fera vendredi prochain sous la houlette des commissions coiffées par les sous-préfets. Ici à Yaoundé, le réseau More Women in Politics et la mairie de la capitale se donnent la main sur le terrain pour la prévention contre le Covid-19. Les marchés de Mokolo et de Etoudi recevaient ce mercredi des volontaires de ces 2 institutions pour un plaidoyer pour le respect des mesures d'hygiène par toutes les populations. À la base, Michel Renaud-Anja. Limiter la propagation du Covid-19 dans les lieux de grande fréquentation est l'objectif de la campagne de sensibilisation organisée conjointement entre l'ONG More Women in Politics et la mairie de Yaoundé. Dans le cadre de l'appel national à la solidarité collective lancé par le président de la République en riposte à la propagation du coronavirus au Cameroun, le réseau More Women in Politics est sur le terrain depuis le 20 avril. Faisons une sorte d'éveil de conscience. Nous sollicitons également leur contribution personnelle. Elle se fait également en termes de respect de ces mesures. À la gare routière de Mokolo, ainsi qu'au marché d'Etoudi, les volontaires issus de ces 2 entités ont entretenu les chauffeurs, les commerçants ainsi que les voyageurs sur les mesures d'hygiène et de distanciation prescrites par le gouvernement de la République. Tout le monde a peur de cette maladie. Nous n'avons pas vu de cas, mais nous suivons. Nous respectons les mesures que le gouvernement a prises. Cette initiative, qui va en droite ligne des prescriptions du gouvernement de la République, vient donc à point nommé. Dans ce combat contre le Covid-19 et dans un communiqué adressé à notre rédaction ce mercredi, la Commission nationale anticorruption appelle l'attention des Camerounais sur les risques de résurgence des pratiques illicites en cette période. Son président met en garde contre les pratiques de contrefaçon, de rançonnement, de détournement des fonds et autres abus de pouvoir. La ligne verte de la CONAC pour d'éventuelles dénonciations reste bien le 15-17 et le révérend Dieudonné Massigams, le président de la CONAC, salue l'engagement des autorités, de l'élite et des entreprises nationales dans ce combat contre la pandémie. Reparlons des événements tragiques de Ngarbou, la mise au point du gouvernement face à l'amalgame qui a suivi les conclusions de l'enquête prescrite par le président de la République et rendue publique, dont les conclusions ont été rendues publiques le 21 avril à travers un communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, a donné un
point de presse hier mardi pour apporter des éclairages supplémentaires. Je vous propose de l'entendre. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 13 au 14 février 2020 à Ngarbou, dans la région du Nord-Ouest. Le gouvernement a tenu à rappeler le contexte dans lequel l'opération militaire avait été engagée. Et sur ce point, les vues du gouvernement et celles de la commission mixte chargée de l'enquête sont convergentes. Le ministre de la Communication indique qu'il n'a jamais été dans l'intention du gouvernement de travestir les faits. Le communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, est d'ailleurs sans équivoque à ce sujet. Lorsqu'il affirme que, revenu en Toumbo, le sergent Baba Guida, qui a conduit l'opération, a adressé à sa hiérarchie un compte-rendu volontairement biaisé. Compte-rendu sur lequel le gouvernement a initialement fondé sa communication. Plus important, le président de la République va instruire de prendre acte de ces conclusions de l'enquête indépendante qu'il a prescrite et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. À cet égard, les personnes mises en cause seront traduites devant les juridictions compétentes. De même, elles bénéficient de la présomption d'innocence, comme c'est le cas pour tout justiciable, jusqu'à la preuve de leur culpabilité respective. Plus difficile à accepter restent les condamnations sélectives des exactions perpétrées sur les différentes zones de conflit, surtout que celles attribuées aux forces nationales sont dramatisées très souvent et même amplifiées, alors que celles commises par les bandes armées terroristes et sécessionnistes sont minorées ou simplement occultées. Le gouvernement s'interroge face à ce mutisme étonnant des organisations dites des droits de l'homme. Les ONG, de notre point de vue, peuvent ambitionner d'être une force morale. Mais elles n'ont pas, pour cela, vocation à jeter de l'huile sur le feu. Aussi, le gouvernement camerounais exhorte-t-il les partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi que les ONG en particulier, à se garder de toute instrumentalisation par la propagande trompeuse des véritables promoteurs de la défense de la violence au Cameroun, qui tapissent à l'étranger, œuvrent pernicieusement et obstinément à la déstabilisation de notre pays. René Emmanuel Sadi ajoutera que ce ne sont pas les voix qui s'élèvent ça et là qui empêcheront au gouvernement de continuer à informer l'opinion nationale et internationale sur les faits majeurs d'actualité en toute transparence chaque fois que cela s'avérera nécessaire. Nous vous invitons à suivre l'intégralité de ce point de presse du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, face à la presse. C'était hier et l'intégralité, c'est après ce journal. Nous allons dans la région du Sud pour voir les prémices des travaux de bitumage de la transnationale Sangmelima-Wesso. La partie camerounaise se remobilise pour tenir les délais du 31 décembre. Le secrétaire général du ministère des Travaux publics, Urbain Noël Ebangvé, était sur le site pour l'évaluation de l'avancement des travaux du linéaire Djoum-Bikoula. Dans la visite de chantier, notre correspondant sur place, Flavien Zorbo. Le tronçon Sangmelima-Djoum, long de 103 km, est divisé en deux sections. La première, Sangmelima-Bikoula, connaît une évolution notoire telle qu'observée par l'équipe conduite par le secrétaire général du MINTP. Reste à conclure l'indemnisation de quelques riverains, à l'instar du campement pygmée de Ngomebay. L'étape Bikoula-Djoum, longue de 38 km, va clôturer cette visite d'évaluation et de remobilisation des équipes en charge des travaux. La réunion de restitution à Djoum va sanctionner ce périple. Aujourd'hui, nous sommes à 50% d'avancement des travaux et avancement des délais contractuels autour de 60%. Il y a lieu d'améliorer ou de redynamiser l'équipe. À la lieu où ils sont sur le terrain, ce n'est pas de nature à livrer comme veut le maître du gars au 31 décembre. Le secrétaire général, après avoir écouté les différents maillons impliqués dans le projet, va à son tour rappeler la célérité d'une mobilisation tout azimut. Le sujet sur le Covid-19 n'est pas en reste. La remobilisation est déjà faite. Actuellement, nous attendons les résultats. Relativement à la pandémie, nous nous sommes assurés que
les entreprises qui sont mobilisées respectent toutes les prescriptions qui ont été données par l'OMS, par le chef de l'État, par le ministre de la Santé. La finalisation de ce projet viendra à coup sûr donner un nouveau souffle en matière des échanges entre le Cameroun et le Congo. De la nécrologie au bas de ce journal, son Altesse éminentissime, le prince et grand maître de l'ordre souverain militaire de Malte n'est plus. Fra Giacomo dalla Torre del Tempo di Sanguinetto s'est éteint hier mardi à Rome des suites de maladie. Il était âgé de 76 ans. Le Cameroun et le président de la République perdent ainsi un grand ami dont l'humanisme s'est révélé aux Camerounais lors de sa visite officielle de juillet 2018. L'évocation de William Badier. Peu après minuit, ce mardi 29 avril 2020, le magistère de Malte a annoncé le décès de son Altesse éminentissime, le prince et grand maître Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto de l'ordre souverain militaire de Malte. Décédé à Rome à l'âge de 76 ans de suite de maladies incurables, le prince et grand maître de l'ordre souverain militaire de Malte avait prouvé son amitié à l'endroit du peuple camerounais en répondant favorablement à l'invitation du président Paul Biya. Invitation pour une visite officielle allant du 16 au 19 juillet 2018, marquée par une audience au Palais de l'Unité. Au thème de ce tête-à-tête avec le président de la République, Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto avait été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre de la Valeur. Dans ce même registre amical, le grand maître de l'Ordre souverain militaire de Malte avait visité la communauté universitaire et estudiantine de Yaoundé. De ce passage, l'on se souvient qu'il avait convié la communauté universitaire à préserver les langues dites mortes que sont le grec et le latin et à l'utilisation intelligente des TIC qui aident à la construction des savoirs. Dans cet événement scientifique hautement symbolique, la distinction de docteur honoris causa lui avait été décernée. Humaniste dans l'âme, le grand maître de l'ordre souverain militaire de Malte s'était rendu aux côtés des réfugiés centrafricains à Gadjo-Badjéré, dans la région de l'Est, puis à l'hôpital Saint-Jean de Malte de Njombe, dans le département du Mungo, région du littoral. Ce mardi donc, le Cameroun perd un grand ami. L'hospitalité camerounaise restera toujours dans mon cœur. Vive le Cameroun! Des larmes qui mettent un terme à ce 20h30 préparé avec la collaboration de Cyril Kingembepe et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit présenté par Elvis Teke et Sado Mamoudou. N'oubliez pas immédiatement après le journal l'intégralité du point de presse donné hier par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi sur ces événements tragiques de Ngarbo. Je vous quitte sur ces rappels importants de la sensibilisation contre le coronavirus en vous souhaitant de prendre grand soin de vous. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.